Je vous présente Gaspard Turin, qui est actuellement chargé de recherche à l'Université de Lausanne dans le cadre du projet DINAR, qui est piloté par Raphaël Baroni. Il est également professeur au secondaire et enseigne au gymnase, l'équivalent du lycée en Suisse. La première partie de son parcours académique est strictement littéraire, avec un intérêt pour la littérature contemporaine de langue française. Il a publié sur Pérec, Édouard Lévé, Éric Chevillard, entre autres. Et dans le champ didactique, il s'intéresse au phénomène de transmission littéraire dans leur plus large acception possible. Il a co-dirigé récemment un numéro de revue sur l'enseignement de la bande dessinée et s'apprête à faire paraître un ouvrage collectif portant sur la transmission littéraire via les jeux de rôle. Je suis un peu gêné, je suis même en fait très gêné parce que je vais presque pas parler de numérique. J'ai un propos qui va sans doute vous paraître relativement technophobe et je ne crois pas que je prononcerai plus d'une fois le mot éclatement. Merci beaucoup, Eleonora. Entre ma proposition initiale et ce que je vous présente aujourd'hui, il y a eu des petits changements parce que le comité, que je remercie d'ailleurs et que je trouvais tout à fait pertinent à cet égard, m'a demandé d'être un petit peu plus tourné vers les résultats pratiques ou vers une forme d'empirie de mon propos, ce qui était absolument correct à me demander, puisqu'à la base, j'étais quand même vraiment assez strictement théorique. Donc, je vais faire une communication en deux parties, qui, dans la première, sera voilà, assez strictement théorique et programmatique et un peu hors sol. Et puis la deuxième qui, au contraire, sera vraiment assez exclusivement fondée sur mon expérience personnelle de l'enseignement et de comment est-ce que, dans mon expérience personnelle, en fait, rétrospectivement et en y réfléchissant, j'ai pu observer et faire valoir des phénomènes que je vais commencer à décrire maintenant. Alors, pour résumer ma proposition, assez rapidement, je pars d'un constat qui est que le médium du réseau numérique, je vous parlais de réseau, si on l'adapte à la question numérique, le médium du réseau en tant qu'interface est l'une de ces structures médiatiques qui peuvent être considérées, en même temps que ces structures contribuent à définir notre réalité, peuvent être considérées comme des opérateurs de séparation par les théoriciens des médias, les archéologues des médias. Ici, je cite Yves Citon et Siegfried Zielinski dans cette formulation. Opérateur de séparation, on va comprendre, j'imagine, au fil de mon discours, pourquoi je parle de cette séparation. Sur la base de ce constat, je formule une hypothèse qui est que le réseau numérique, aussi bien dans le cadre de l'éducation que finalement dans un cadre plus général, mais en particulier dans le cadre de l'éducation et en particulier auprès d'une population jeune, tend à apparaître comme un dispositif primaire de communication, c'est-à-dire que son fonctionnement est déjà à disposition quand on s'en sert, on ne l'interroge pas. Or, on devrait apprendre à construire le réseau pour pouvoir le penser. Et donc, sur la base de cette hypothèse, j'en viens à une proposition d'action qui est fondée sur l'idée que la classe présente à la fois les conditions matérielles, ce qu'on pourrait appeler les ressources humaines, vilain terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, les conditions matérielles de construction d'un réseau, et surtout, elle est le lieu, ou elle est l'un des lieux institutionnels où il apparaît pertinent de susciter, de produire le réseau, de voir ce que fait le réseau et ce qu'on fait avec le réseau. Donc, l'idée fondamentale de cette intervention, ça est que l'usage de la notion de réseau appliquée à la classe devrait être fondé sur ce que Sébastien Pes appelle une pédagogie dialogique articulée à une praxis et déboucher sur la possibilité d'une action des élèves sur et par le réseau. Alors, il ne s'agit pas de proscrire l'usage des réseaux induits par les technologies numériques dans le cadre des institutions scolaires, mais si ces réseaux sont considérés comme des ressources épistémologiques et culturelles, il existe un enjeu fondamental pour leur usage en tant que ressource, qui est la compréhension des attitudes et des valeurs que leur pratique engage. Cette compréhension ne peut pas avoir lieu sans un recours préalable à un réseau non virtuel. C'est mon idée, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir raison avec ça. Donc un réseau analogique, si vous voulez, qui permet d'envisager les enjeux localisés du travail en réseau. Je me propose d'être guidé dans ma présentation d'aujourd'hui essentiellement par deux auteurs qui me semblent avoir, à eux deux, assez bien cerné les caractéristiques du réseau appliqué à la classe, même si ce n'est pas un terme qu'ils utilisent. Le premier, Sébastien Pes, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, je vais l'appeler comme ça, Pes, qui envisage la question de l'interaction des logiques dans la classe sous un angle rhétorique essentiellement. Et puis le deuxième, c'est Matthew Lipman, avec son très beau livre « Thinking in Education », qui est avant tout, quant à lui, un philosophe de l'éducation, très influencé par Dewey, comme vous le verrez, mais aussi pas mal par les principaux philosophes du langage du XXe siècle, Wittgenstein, Austin Searle ou Bryce.
et qui constate aussi l'importance de la question rhétorique, qui part aussi d'une pragmatique, d'une praxis qui prend une coloration très forte rhétorique. Et à ce propos, cette forte présence de la dimension rhétorique dans les dispositifs d'apprentissage en classe qui vont, à mes yeux, déboucher sur la possibilité de construction du réseau, devrait imposer, dans mes réflexions aujourd'hui, et j'en suis conscient, les travaux de Anna Diaz-Carotini, qui a beaucoup travaillé sur la question du débat en classe. Si son nom n'apparaît pas sur mon écran, c'est pour une très mauvaise raison, c'est uniquement par manque de temps et parce que c'est plus simple d'envisager avec les deux auteurs que je vous présente là, la classe comme un réseau de construction strictement coopératif du provo plutôt que d'en passer par des dispositifs de confrontation et de compétition, même si évidemment je n'oublie pas que dans le travail de Diaz-Carotini, ces dispositifs ont comme visé la construction collective du propos aussi. Bon. Avant d'en venir à ces deux auteurs, plus spécifiquement, de quoi est-ce qu'on parle quand on tente d'associer la notion de réseau à la classe? Je n'ai pas énormément trouvé de choses dans la littérature à propos de la classe envisagée sous l'angle spécifique du réseau. Pour schématiser, j'ai observé qu'il y avait deux tendances. D'une part, l'idée de constituer la classe comme groupe, qui est là une tendance extrêmement représentée dans la pédagogie en général, qui sont donc des travaux d'évidence pédagogique et quelques travaux, par ailleurs moins nombreux, qui considèrent la notion de réseau essentiellement à des fins de communication et selon une perspective sociologique. Donc, je ne vais pas commenter ce petit tableau qui a lieu là. Alors, ces personnes, elles ont un point commun, je synthétise affreusement, mais elles ont au moins un point commun qui serait, on pourrait dire, leur plus petit dénominateur commun et qui consiste à considérer que le rôle de l'enseignant est un rôle consistant à médier plutôt qu'à dominer. Ce sera évidemment, c'est un peu évident, c'est un peu tarte à la crème, ce sera aussi le point de départ de Lippmann et de Pest, dont je vais parler dans un instant. Alors, c'est évident, mais enfin, il faut le mentionner quand même. Et à partir de ceci, je propose, quant à moi, une définition minimale qui est un peu grossière, mais qui a le mérite d'être facile d'accès, du réseau adapté au groupe classe, à savoir que le réseau, on peut penser à l'étymologie du mot réseau qui désigne un objet, qui désigne un filet, hein, c'est le groupe plus sa mise en usage, son instrumentalisation par lui-même, par le groupe lui-même. Donc, on cherche à passer du travail en groupe, d'une part, de l'observation de réseaux de communication dans le groupe classe, d'autre part, à la mise en place d'une matrice cognitive, d'une manière de penser le groupe et de s'approprier le groupe. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, on s'y prend en cherchant à faire de la classe ce que mes auteurs appellent une communauté d'investigation, Community of Inquiry, ce qui est une formule qui vient directement de Dewey, et qui implique un certain nombre de traits constitutifs que je vous propose ici sous forme de liste. Donc, qui implique un travail de groupe orienté vers la recherche collective de solutions dans un problème donné, un travail fondé sur le dialogue, qui n'est pas la même chose que la conversation, c'est-à-dire dans une perspective finalement assez maïotique, socratique, hein, c'est-à-dire sur l'instabilité des échanges. Instabilité ne veut pas dire déséquilibre. C'est une constante recherche, hein, l'idée dialogique qui est exploitée par mes auteurs, c'est l'idée d'une constante recherche d'équilibre dans le mouvement même du dialogue, à la manière dont l'équilibre de la marche est atteint par une mise en instabilité du corps constamment. Bon. C'est également une expérience interpersonnelle dans laquelle chaque participant et participante force l'autre à penser. C'est un travail qui présente une dimension publique, au sens où il a lieu par oral et en commun, au vu et au su de toutes les personnes présentes. C'est enfin un travail qui présente les caractéristiques de l'apprentissage sémiotique, c'est-à-dire un développement graduel mais cumulatif d'une expertise par le moyen d'une participation à des activités au sein desquelles le savoir est progressivement construit, appliqué et révisé. Et puis un travail qui présente sa propre dynamique métacognitive. La communauté d'investigation représente une amplification de l'efficacité du processus d'apprentissage, puisque les élèves qui pensaient que tout apprentissage devait avoir lieu individuellement en viennent à découvrir qu'ils et elles peuvent aussi faire usage et profiter de l'expérience d'apprentissage des autres. Pour moi, ça, c'est une citation qui est très centrale et dans laquelle je reconnais une partie de mes propres méthodes d'enseignement. Je vais y venir dans un instant. Le réseau classe devrait donc fonctionner comme ayant comme but premier la résolution collective de solutions à un problème et comme but second, mais indissociable du but premier, la construction d'un système de pensée. Je pense qu'on peut parler, en tout cas idéalement, de la production d'un cercle vertueux, d'appropriation participative, pour reprendre la formule de Barbara Rogoff, et là aussi, pour synthétiser cette petite partie théorique vraiment extrêmement rapidement produite, hein, deux petites citations de Sébastien Pest. Les vertus sont diverses de cette dynamique
d'investigation collective. Elle permet aux élèves de comprendre le fonctionnement global de l'activité au fil de l'expérience. L'idée d'une diversification des vertus de cette méthode, l'idée de penser de concert l'ordre du discours scolaire et les conditions de la production, etc. J'en passe maintenant à la deuxième partie, qui est une partie empirique, une exemplification par un terrain qui se trouve être un terrain que j'ai pratiqué et sur lequel j'ai aussi un peu travaillé, qui est le terrain du journal de lecture. Alors, le journal de lecture, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est ce que vous pouvez vous imaginer que c'est. Je ne vais pas décrire l'ensemble du processus parce qu'il est long. Globalement, il s'agit simplement de faire écrire un journal individuel par l'élève dans le prolongement des lectures qui se succèdent sur l'année, en accompagnement par l'écrit de la lecture. C'est un dispositif qui est plus vaste que ce que je vais vous montrer là. Je vous en indique une petite portion qui est justement celle qui m'intéresse. 2 étapes de ce travail qui sont les étapes, d'une part, d'une mise en commun, et puis d'autre part, sur la base de cette mise en commun, d'une mise en réseau. Donc la mise en réseau est subséquente à la mise en commun, c'est 2 étapes différentes mais qui se tuilent l'une l'autre. La mise en commun se fait en classe, c'est-à-dire qu'à un moment de l'activité, l'enseignant rassemble ses journaux de lecture, les annote, les corrige éventuellement, et puis extrait quelques parties intéressantes de ces journaux, les rédige sur une présentation PowerPoint comme celle-ci, et les propose à l'ensemble de la classe sous forme d'objets valorisés. On ne vient jamais montrer ce qu'il n'aurait pas fallu faire, on vient toujours montrer ce qui était intéressant à faire, et de manière anonymisée. Voilà ici l'exemple d'extraits qui ont été mis en commun en classe. Donc, c'est des vrais extraits que j'ai mis en commun en classe avec mes élèves entre il y a 2 ans et maintenant. Je vous en propose 3 que je vous propose de lire. Je ne vais pas les lire, mais je vous propose de les lire. Vous voyez qu'ils ont, ces 3-là, ils ont effectivement fait les frais d'une diapositive particulière et complète. C'est la diapositive que vous avez sous les yeux et c'est aussi celle que je leur ai montrée. J'ai rassemblé ces 3 extraits-là parce qu'ils avaient quelque chose de commun. Et cet aspect commun, c'est de présenter une dynamique métacognitive. Je raconte beaucoup ma vie dans le journal, alors que je devrais probablement faire autre chose. Je m'excuse de faire ce que je suis en train de faire, mais je le fais quand même. Je ne crois pas que ce soit le but de ce travail, mais finalement, c'est peut-être quand même le but de ce travail. Le fait que ces extraits portent en particulier sur le choix d'un pointage de la métascripturalité est pour moi intéressant et important dans le propos que je tiens aujourd'hui auprès de vous, c'est parce que ces échanges entre l'élève et l'enseignant et leur mise en commun contribuent à définir un territoire d'expression de l'élève. Les remarques métascripturales présentent souvent une fonction vérificatrice par laquelle l'élève cherche à savoir s'il ou elle a le droit d'écrire un contenu qu'il ou elle identifie comme déviant par rapport à la consigne, à tort. Choisir précisément ces remarques dans le cadre de la mise en commun, pas uniquement devant vous, mais devant les élèves, pour l'enseignant, ça consiste à valider le contenu en question comme non déviant, et ça consiste aussi à indiquer le caractère métascriptural lui-même comme faisant partie intégrante des possibilités d'expression à disposition. Et donc, ce faisant, l'enseignant institutionnalise la communauté d'enquête. Il présente les conditions possibles de l'établissement d'une communauté d'enquête. Parce qu'il transforme une question de nature individuelle, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, cela, en un élément d'information utile à l'ensemble du groupe et par lequel le groupe peut évoluer dans un but commun. Et puis de la mise en commun à la mise en réseau, je vous propose un deuxième exemple que je suis obligé de contextualiser un petit peu. Ça, ce n'est pas quelque chose que je présente au vu et au su de tout le monde, puisque ça n'est pas anonymisé, les élèves peuvent se reconnaître. Donc, à vous, je vous montre. Donc, on lit un roman policier de Jean-Patrick Manchette, en l'occurrence. Puis, dans ce roman policier, il y a un personnage qui est un personnage tueur, qui s'appelle Thompson. Il n'a pas échappé à l'élève que Thompson est aussi le nom d'une mitraillette. Il n'avait évidemment pas échappé à l'auteur non plus. Par contre, cette information avait complètement échappé à l'enseignant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de littéraliser la chose en présentant un dessin d'une arme vivante. On voit le dessin en dessous, d'une arme vivante. Mais ce n'est pas lui qui a produit ce dessin. Et il l'indique, c'est une de ses camarades, il fait un featuring, qui à ses yeux dessine mieux que lui, Roxane, qui dessine dans son propre cahier à lui, cet élève, ce dessin. Et donc, lui sous-traite le travail dans le cadre d'un échange de bons procédés dont l'enseignant est parfaitement absent. Ça n'est ni une consigne, ni une interdiction, ça se présente de manière spontanée. Et donc, c'est une mise en réseau qui est rendue possible par une série de gestes institutionnalisant la communauté d'enquête, au terme desquels le réseau fonctionne de lui-même. Donc, de la mise en commun à la mise en réseau, vous avez en quelque sorte une mise en commun qui consiste pour l'élève à dire ou à penser « je ne travaille pas
qu'entre moi-même et le professeur. Je travaille avec, finalement, les autres. Et puis, le passage à la mise en réseau devient je travaille pour les autres et les autres travaillent pour moi. Bon. Dernier point, la question des valeurs. Alors, la question des valeurs, elle est absolument centrale dans les usages du réseau, parce qu'évidemment, si on fait ce qu'on fait sans bienveillance, sans ouverture, eh bien, on court le risque d'établir des cercles vicieux plutôt que des cercles vertueux. La principale de ces valeurs, c'est probablement la confiance qui permet au groupe de se doter d'outils puissants qui lui permettront d'interroger l'expérience scolaire, etc. Cette valeur de confiance doit être centrale pour pouvoir produire un cercle vertueux par lequel le réseau peut se développer lui-même dans une direction qui est constructive et intéressante. Et je trouve intéressant pour conclure de remarquer que cette dynamique de mise en réseau se présente dans l'expérience que je partage avec vous comme un cercle vertueux, alors même que, même si ceci est de l'ordre de l'impression générale, les dangers des usages non institutionnalisés ou non médiés des réseaux numériques, en particulier les réseaux sociaux, se distinguent souvent par une mise en crise de ces mêmes valeurs et débouchent potentiellement sur des cercles vicieux. Alors, j'instrumentalise un petit peu ça. Je suis un peu manichéen en opposant le réseau social et le réseau analogique. Je sais bien qu'il existe des usages hybrides du réseau, en particulier au Québec, avec l'école en réseau qui est imposée par la distance où le groupe classe ne peut en fait exister que par le réseau. Donc, les choses, évidemment, sont beaucoup plus complexes que celles que je viens de vous présenter, mais je vous les ai présentées un petit peu rapidement aussi en polarisant les choses. Voilà, c'est tout. Et vous avez ici une bibliographie des auteurs dont j'ai parlé.